Oui, Bédu. Je propose qu'on commence. Alors, il faut excuser l'absence de M. Marchetti et de M. Valkenetz. Et alors, M. Van Bommel sera en retard. On commence ce conseil communal avec 2 points d'information. Le premier va être annoncé par Pina Fulco. Bonsoir. Il y a un micro, il y a un micro. Je ne suis pas là assez fort, Bonsoir. Donc, face à la pénurie de médecins à Rebec, la commune a décidé d'agir. Garantir l'accès aux soins de santé pour toutes et tous reste une priorité et nous nous sommes pleinement mobilisés dans ce sens. Concrètement, plusieurs actions ont été mises en place pour attirer et accueillir de nouveaux médecins. Nous nous sommes réunis et avons pu compter sur l'implication des praticiens déjà installés dans la commune. Grâce à cette collaboration, 3 cabinets médicaux seront mis à disposition gratuitement pendant 6 mois. De même, la prime Impulséo, spécifique aux zones en pénurie, a été proposée aux jeunes médecins. Pour accompagner cette démarche, la commune a organisé une campagne de communication. Des bâches ont été installées et une visibilité a été assurée via les réseaux sociaux, afin de faire connaître les opportunités et d'encourager de nouvelles installations. Cette initiative commence déjà à porter ses fruits. Un jeune médecin, le docteur Callot, s'installera dès le mois de novembre et un second médecin est attendu très probablement dès janvier. Cette expérience montre qu'il est possible de trouver des solutions concrètes et humaines pour renforcer l'accès aux soins de proximité dans notre commune. Merci. Et la seconde information va être donnée par Mme Venturelli. Vous avez déjà probablement pu le lire, mais ce samedi est organisé Place aux enfants, donc une activité qui vise à faire découvrir les différents métiers et activités aux enfants. Donc, cette activité a connu un beau succès avec une centaine de participants. Donc je pense qu'il est important de remercier toutes les personnes qui ont ouvert leur porte pour faire découvrir leur métier et remercier les nombreux bénévoles qui ont encadré les enfants et notamment Micheline qui participe à la coordination de Place aux enfants depuis de très nombreuses années. Merci. Et donc on peut commencer avec le premier point. Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? On peut passer au vote. Dimitri Leguès. Oui. Patricia Venturelli. Oui. Axel Derol. Oui. Irigoyen Emerey. Oui. Pina Fulco. Oui. Claudia Mancini. Oui. Jean-Paul Denimal. Oui. Philippe Hôtel. Oui. Alain Zeguet. Oui. Julie Jacquemart. Oui. Colette Bondois. Oui. Dominique Thiel. Oui. Joël Valterco. Oui. Céline Avano-Denag. Oui. Anne de Marais. Oui. Étienne Mailleur. Oui. Sybille Veillard. Oui. Yannick Ezelmans. Oui. Justine Fulco. Oui. On peut passer au point suivant. Fabrique d'église Saint-Pierre et Saint-Martin de Vierge, budget 2026, approbation. Il y a des questions ou des remarques? C'est Michel Axel. Mais on peut passer au vote. Dimitri Leguès. Oui. Patricia Venturelli. Oui. Grégory Emerey. Oui. Pina Fulco. Oui. Claudia Mancini. Oui. Jean-Paul Denimal. Oui. Philippe Hôtel. Oui. Alain Zeguet. Oui. Julie Jacquemart. Oui. Colette Bondois. Oui. Dominique Thiel. Oui. Joël Valterco. Oui. Céline Avano-Denag. Oui. Anne de Marais. Oui. Étienne Mailleur. Oui. Sybille Veillard. Oui. Yannick Ezelmans. Oui. Justine Fulco. Oui. D'accord, ok. On peut passer au point suivant. Convention Proxibus, nouvelle proposition tech, approbation. Il y a des questions ou des remarques? Oui. Monsieur Maillard. Bonsoir. Nous avons 4 remarques par rapport à cette convention.
Un bus de 63 places est utilisé alors que la fréquentation moyenne est de 29 personnes, avec un maximum le vendredi de 37. Ne serait-il pas pertinent d'envisager un véhicule de plus petite taille, comme faire le guide communal qui stipule, grâce à son format réduit, il peut desservir des voiries étroites ou peu accessibles aux bus classiques. Deuxièmement, une publicité réinformant la population de l'existence d'un tel service nous semble nécessaire. Récemment, une citoyenne vantait les mérites du Proxibus sur les réseaux et plusieurs réactions ont allé dans le sens que les gens en ignoraient l'existence. Troisièmement, si aucune publicité commerciale n'y est autorisée, des informations communales ou de sensibilisation, par exemple en matière de santé, à destination du public pourraient être envisagées. Dernièrement, le contrat, à nos yeux, est léonin, c'est-à-dire que si la commune résilie le contrat, elle doit verser des indemnités au TEC, et si c'est le TEC qui résilie, il n'y a aucune indemnité qui est versée. Alors je sais bien que ce n'est pas spécifique à ce contrat-là, mais je voulais quand même le pointer, cette disproportion ou ce déséquilibre. Merci. Merci. Monsieur Vegas. Vous avez certainement pu observer dans la presse ces dernières semaines des lectures différentes de la démarche de l'Office du transport wallon et donc des TEC. Vous savez sans doute ou pas que nous étions une des premières, si pas la première commune à avoir lancé ce service, en même temps que Perouet, si mes souvenirs sont bons, c'était à l'époque où M. Antoine était ministre de la mobilité en région wallonne. La démarche ici de l'OTW et singulièrement de la direction du TEC Brabant Wallon, qui n'est plus une entité autonome mais qu'importe, c'est d'harmoniser et d'uniformiser les contrats de partenariat avec les communes. Et ça n'est d'ailleurs défendu dans un article de presse suite à oserais-je dire, des remarques d'aucune commune concernée par ces modifications. Alors je ne dirais pas qu'elles sont unilatérales, puisqu'il s'agit bien d'un contrat entre deux parties, mais ce n'est pas comme si chacune des clauses était discutable. Au contraire, il n'y avait pas d'espace de négociation, soyons clairs. Dès lors, il a beau être léonin, pour reprendre le terme idoine, il y a un rapport de force, et c'est comme ça, et d'ailleurs tu l'as mentionné, dans plein d'autres cas c'est comme ça, et il n'y a pas de marge de négociation. Donc la quatrième remarque, j'ai envie de dire, tombe, mais tu le savais en l'énonçant. Pour ce qui concerne alors les autres aspects, de l'info collective, bien sûr, pourquoi pas. Je pense qu'il y a déjà des flyers ou des folders. Je ne suis pas sûr que dans le dispositif ou dans le véhicule, il y ait des valves à vérifier. Le cas échéant, on pourrait même demander à pouvoir en installer. Je trouve que c'est une idée intéressante et donc pourquoi pas tenter de mettre des flyers ou des folders et même des affiches en sus à l'avenir. C'est tout à fait... On peut prendre acte, hein. Je pense qu'il faut prendre acte de l'idée et voir dans quelle mesure c'est possible, il n'y a vraiment aucun problème. Pour ce qui concerne la publicité de l'outil, j'ai envie de dire, et j'ai fait l'exercice pas plus tard qu'à une demi-heure, pour une raison, enfin peu importe pour quelle raison d'ailleurs, nous dirons d'illustration. Sur nos réseaux, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait une publicité qui est faite du service. Sur nos réseaux, qu'il s'agisse de Facebook, d'Insta, etc. Pareil ici dans le hall, hein, il suffit d'observer dans le grand hall. Et le bus est plutôt visible, ce n'est pas le genre de choses qui passe inaperçu dans la rue. La notion de proxibus est clairement identifiée, et toutes celles et ceux qui vont marcher, que ce soit à Braine-le-Comte-à-Tubize ou à Rebec, savent qu'il existe. Mais il m'arrive encore moins souvent, après 25 ans de Mayorat, de croiser quelqu'un qui me dit qu'il ne sait pas qu'un tel ou tel service existe, alors que la publicité est faite chaque année depuis 25 années. Mais voilà, ça c'est à un moment donné une démarche individuelle, personnelle, orale dans l'oreille de quelqu'un, pour autant qu'il le retienne, parce qu'il n'en retient que 10, 15 ou 20%. Mais on ne fait jamais assez de publicité. L'effort dirait, dans 2 € de publicité, il y a 1 € de trop, mais je ne sais pas lequel, continuons. En ce qui concerne la taille, à l'instar de ma première remarque par rapport à la convention, non pas unilatérale, mais qu'on pourrait considérer comme telle, on n'a pas le choix.
Et c'est le véhicule dont question qui est amorti dans 15 ans. D'ailleurs, la date est prévue, elle est fixée dans la Convention, pour ceux qui l'ont lu attentivement. Donc c'est pas comme si on avait eu le choix. C'est ce bus-là et pas un autre. Ils ne vont pas le vendre pour en racheter un plus petit demain. C'est un marché public du TEC et toutes les communes romanes. Voilà. Moi, j'ajouterais pour le grand public qui n'a pas lu la note que la convention qui nous est proposée, contrairement à d'autres conventions uniformes proposées pour d'autres communes qui sans doute n'avaient pas la même convention originelle que nous coûte moins cher. Alors ça se calcule en quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, hein, soyons clairs. Et le prix qui apparaît dans la note, qui tourne autour des 8 000 euros, n'est pas le prix total, puisque n'est pas comptabilisé dans la convention le coût du chauffeur, le coût salarial du chauffeur. Et que lui ne varie pas d'une convention à l'autre, puisqu'il est hors convention. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? On peut passer au vote. Dimitri Legaz, Oui. Patricia Venturini, Axel Demol, Oui. Grégory Emerel, Oui. Pina Fulco, Oui. Claudia Mancini, oui. Jean-Paul Denimal, Oui. Philippe Auters, Oui. Alain Zeguer, Oui. Julie Jacquemart, oui. Colette Bonvois, Oui. Dominique Thies, Oui. Joël Van Kerkhove, oui. Sullivan O'Donnell, Oui. Anne Demarais, Oui. Étienne Mayer, Oui. Sybille Véliard, oui. Yannick Evelmans, Oui. Christine Fulco. Oui. On peut passer au point suivant. Motion relative à l'octroi aux communes wallonnes de la compétence de répression des excès de vitesse par sanction administrative communale. Décision à prendre. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, monsieur Servance. En fait, j'ai 4 questions. Je vois que la procédure en fait, de traitement du constat, je voulais savoir si elle restait à charge d'autres organes administratifs ou bien si c'est une partie de la charge qui va revenir à l'administration. J'ai pu lire dans la motion en fait, la nécessité d'une formation des outils de gestion et un soutien technique, donc j'imagine aux agents. Et il me semble pourtant que dans nos échanges, vous avez souvent souligné le souhait que le personnel ne reçoive pas de surcharge de travail parce qu'il était déjà bien occupé. Je fais référence par exemple à la Convention des maires. Donc voilà, c'est la première question. La deuxième, c'est la commune a-t-elle fait une estimation du nombre d'infractions que cela pourrait représenter? Donc c'est pour savoir en fait, si dans le temps, l'investissement nécessaire pour la commune et la charge administrative entraînera des recettes qui permettent de compenser. Dans le cas d'une réponse constructive à la surcharge de travail et à ce que je viens de demander, j'ai cru comprendre ici en fait, que la motion, en tout cas dans d'autres communes, ce que j'avais lu, semblait prendre en charge uniquement les excès de vitesse dans les zones 30 et 50. Et donc, moi personnellement, j'ai pas de connaissance de radar sur des zones comme ça ici sur Rebecque, donc c'est pour savoir s'il y a des prévisions de placement de radar dans ces zones-là. Et quel type de radar, donc savoir si vous pensez mettre par exemple plutôt en place des radars tronçons, qui seront souvent plus efficaces pour maintenir une vitesse plus basse. Et alors, en fonction de ça, je voulais aussi savoir si l'intégralité des revenus, donc c'est indiqué dans la motion aussi, l'intégralité des revenus doit être investie dans la sécurité routière. Et je voulais savoir en fait s'il y avait des outils financiers qui permettaient au Conseil de s'assurer que cette clause est bien respectée. Donc savoir en fait que les recettes sont bien affectées. Par exemple, est-ce qu'on pourrait les affecter à un agent constatateur en mobilité, puisque finalement les infractions de stationnement sont aussi des problèmes de sécurité. Et aussi, par exemple, dans l'infrastructure routière, donc, par exemple, mieux isoler la mobilité douce du trafic de voitures. Donc, si vous pouvez juste exprimer votre priorité là-dessus, entre l'agent constatateur et l'infrastructure. Je vous remercie. Merci. On va passer la parole à Madame Demarais. Oui, parce qu'en fait, les arguments sont assez similaires. Donc, voilà. Pour que l'on comprenne bien l'orientation de la mention, puisque rien ne figurait comme renseignement à l'exposé des motifs, quelles infractions sont concernées par la motion SAC? Seulement les petits excès de vitesse, exemple, une personne qui dans une zone 30 roulera à 35. En effet, par manque de moyens, puisque des financements structurels de la justice, le parquet classe sans suite ces infractions au premier degré, jugées non prioritaires sur le plan de la sécurité publique. Grosses infractions, dangers, compétences exclusives des parquets. Les infractions lourdes de roulage, de nature à compromettre la sécurité des personnes et constituant... Dominique, on peut te demander de sortir?
Des infractions lourdes de roulage de nature à compromettre la sécurité des personnes et constituant un danger sont de la compétence exclusive des parquets. Un fou du volant qui roule à 130 km/h sur la chaussée d'Enghien, dans une zone à 70 km/h, passera au tribunal de police. L'amende ne sera pas perçue par la commune. Nous nous étonnons tout à coup de la soumission au vote de cette motion relative à la SAC pour excès de vitesse. Nous en comprenons l'intérêt financier pour la commune, mais avec quel impact pour la sécurité routière? Nous trouvons un peu court de devoir voter cette motion sans davantage d'informations, autre que le seul principe consistant à associer Rebec à la démarche visant à faire modifier les textes légaux de la région wallonne afin de donner aux communes la compétence de percevoir en tout ou partie le montant des amendes pour les petits excès de vitesse. En effet, l'enjeu est important au regard du respect du principe de l'égalité qui vise à soumettre l'action administrative et législative à des règles juridiques supérieures, garantissant la protection des citoyens contre l'arbitraire. Le respect de ce principe impose un ensemble de mesures assurant la protection de ce droit fondamental. Nous nous étonnons donc de l'absence d'analyse concernant les coûts de cette mesure, les retombées financières pour la commune, balance coût-bénéfice, la formation spécifique du ou de la fonctionnaire communal qui devra être assermenté ou assermenté pour cette mission. Le caractère exclusif ou non de cette mission sera-t-elle uniquement dédiée aux excès de vitesse? L'affectation des recettes éventuellement perçues grâce à cette mesure. J'ai lu ce matin qu'elle servira à la sécurité routière, mais en étant vraiment sûr. Ou seront-elles destinées à compenser les coûts supplémentaires à charge de la commune attribués par les réformes imposées par le gouvernement fédéral, Arizona et régional? Vous n'y faites pas référence dans le point à l'ordre du jour, mais nous l'avons travaillé pour expliquer de quoi il s'agit et éviter de s'y méprendre. Donc, seules les infractions liées à des excès de vitesse ne dépassant pas 20 km/h au-dessus de la limitation, principalement dans les zones 30 et 50, sont concernées par cette motion. Celles considérées comme des petites infractions de roulage. Les gros excès de vitesse, ceux qui constituent le principal danger en termes de sécurité, ne seront pas concernés. La SAC ne pourra viser que les infractions classées sans suite par le tribunal de police. Le saviez-vous? Un système d'échange d'informations devra donc être mis en œuvre entre l'officier sanctionnateur communal et le parquet, mais à quel coût et par quels moyens? Rebec Vivant défend dans son programme des mesures de prévention en matière de sécurité routière ainsi que des projets d'équipement, tels l'installation de caméras NPR, afin de contrôler par exemple le flux de camions en transit sur les routes interdites aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Nous le faisons pour protéger les habitants et pour préserver le caractère rural de notre commune. Nous plaidons également pour l'engagement d'un officier sanctionnateur pour constater et verbaliser d'autres infractions, telles qu'en matière d'urbanisme, d'environnement, qui constituent un fléau et un coût pour notre commune. Ces propositions n'ont jusqu'à présent jamais été entendues par la majorité. Alors pourquoi aujourd'hui inscrire à l'ordre du jour du Conseil communal le vote de cette motion sans préparation et sans éléments tangibles? En l'état, vous nous demandez de voter sur un principe sans l'avoir étayé, mais l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Nous demandons donc le report de ce point en attendant de pouvoir disposer d'un plan d'organisation, de déploiement, d'une analyse coût-bénéfice, d'une évaluation de l'infrastructure nécessaire, d'un plan d'investissement pour la sécurité routière, des mesures de garantie quant au respect du droit et du principe de l'égalité. Bref, nous demandons un plan sérieux de nature à éclairer le vote de cette motion et à informer les citoyens de la portée d'une telle mesure. Voilà. Merci. Monsieur Legas. Avant toute chose, il s'agit là d'une motion, non d'un cadre, non d'un réglementaire, non d'un recrutement, non d'un profil de fonction. Il s'agit d'une motion. Une motion, c'est un texte, une résolution, le cas échéant, c'est un autre terme qui pourrait convenir, qui vise à sensibiliser un niveau de pouvoir, en l'occurrence le régional, pour prendre des mesures décrétales, puisque c'est de sa compétence, pour permettre à la commune qui est sous tutelle régionale, le cas échéant, si le décret le permet donc, de se financer par les radars qu'elle finance elle-même. C'est ça la démarche.
Ce n'est pas strictement économique, mais c'est aussi économique. Un des principes économiques comptables communales, c'est l'universalité. C'est-à-dire qu'en théorie, et la théorie correspond au fait et à la réalité dans plus de 90% des cas, les recettes communales ne peuvent pas être affectées à une dépense. Il y a une exception, ça souffre d'une exception, c'est un transfert de législation européenne en législation régionale et puis que la commune doit respecter, c'est le coût vérité. Et encore, constitutionnellement, il est tout à fait attaquable. Maintenant, pour répondre à certaines des questions, ceci répond singulièrement à votre expression par rapport au cadre, aux balises, à l'organisation, etc. On n'en est pas là. Je souhaite qu'on y arrive un jour. Et toutes ces questions seront on ne peut plus pertinentes. Mais on les abordera pied à pied le moment venu. Pour répondre plus globalement et par ailleurs singulièrement à quelques questions de M. Esselmans, pas plus tard que dans la presse de ce matin, le ministre en charge de la mobilité au niveau de la région wallonne, dans le cadre des mesures budgétaires annoncées par la région, évoquait ce projet de réforme structurelle et le nouveau cadre décrétal qui permettra aux communes d'être dotées de la capacité juridique pour déployer des outils et améliorer la sécurité routière, ce dont nous venons de parler. Ça veut dire que la pression exercée par un certain nombre de municipalistes et de communes a déjà été partiellement entendue, et nous ne faisons que renforcer la dynamique globale de toutes ces communes wallonnes qui aimeraient bien qu'à l'instar de ce qui se passe en Flandre, la région prenne les mesures légistiques nécessaires pour permettre aux communes de percevoir tout ou partie des contraventions pour excès de vitesse. Ici, on parle effectivement de sanctions administratives, parce que c'est nous qui payons les radars. Un radar dans un boîtier, c'est 40 000 €. Le boîtier, c'est aussi 40 000 €. C'est des ordres de grandeur, hein, parce que ça dépend. La taille, la connexion, la tranchée à faire, etc., etc. Alors, pour répondre à une autre question posée par M. Esselmans, la démarche a été faite par votre serviteur au collège de police, puisque c'est par là qu'il faut en passer aujourd'hui, dans le cadre d'un marché stock de la zone de police auprès de la région, pour avoir donc à terme 4 radars sur notre commune. Des radars on ne peut plus ordinaires. Les radars tronçons, c'est excessivement sympathique et sexy, mais c'est un vrai problème à l'installation parce que les contingences techniques et les contraintes sont bien plus importantes en termes de rectitude, de virage, de porte d'entrée et de sortie, parce qu'on mesure à 2 reprises, s'il y a une 3e sortie sur le même axe, ça devient tout de suite compliqué, enfin je vous en passe, c'est les meilleurs. Et du point de vue de la police d'ailleurs, c'est ce qu'il privilégie. Je parle de notre zone. Donc ce qu'il est proposé d'installer à terme, nous devons le phaser, le financer, en convenir avec la zone, qui elle-même doit en convenir avec la région, que ce soit cofinancé ou pas par la région. Enfin, si on doit attendre les trains de financement de la région par rapport à la zone, on risque d'attendre la mi-législature, donc peut-être qu'on va anticiper et prendre sur fonds propres. Nous verrons bien quand nous serons à l'épure budgétaire extraordinaire si on en a qu'à la capacité financière. Mais donc l'objectif aujourd'hui, en tout cas l'orientation, le souhait, c'est d'en placer 4. Et nous avons identifié à ce stade 5-6 zones. Il nous faudra arbitrer à un moment donné avec les services de police notamment, par rapport au caractère accidentogène et à l'autre caractère que vous évoquiez, c'est-à-dire au nombre de PV dressés, qui est un élément évidemment des plus importants. Quant au financement de l'agence sanctionnateur communal qu'il nous faudrait éventuellement engager à terme, mais le terme n'étant pas défini, le cadre non plus, je suis incapable de vous dire aujourd'hui si ce sera autofinancé. Et je pense qu'il nous faudra élargir le spectre de ces activités pour pouvoir, le cas échéant, tenter de l'autofinancer. À minima. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié une question, je ne pense pas. Merci. Il y a des points d'intervention ou des questions, d'autres questions? Oui, Madame Lavonnac. Alors j'entends bien qu'il s'agit d'une motion, mais une motion c'est quand même, à mon sens, l'expression d'une intention. Exprimer une intention sans en connaître les conséquences, singulièrement pour la commune de Rebec, je trouve quand même que c'est un peu particulier. C'est comme si j'allais me dire je vais acheter une maison, mais en fait je ne sais même pas si la banque peut me prêter des sous. C'est un peu caricatural. Oui, un peu beaucoup. Monsieur Legaz. Alors, l'introduction de ce système en Flandre s'est accompagnée d'une diminution structurelle des accidents de la route, notamment une baisse de 11,7% des tués et de près de 12% des blessés graves. Je pense que c'est un objectif suffisamment louable.
Merci. Madame Demaret. Oui, mais justement, pour reparler de la Flandre, j'ai lu ce matin, comme vous l'avez mentionné, que la Flandre est partie dans des dérives puisqu'elle a confié ça à un service privé. Donc il faudra, je pense, faire doublement attention à ce que ça n'arrive pas ici aussi. Et voilà, enfin, c'était mon sentiment. Donc sur les chiffres, vous pouvez les vérifier par rapport aux accidents aux tués, etc. Et par rapport à ce que vous venez de dire, VIAS, dans les mêmes articles de ce matin, que ce soit le Soir ou l'Écho, non, la Livre, pardon, le lien avec la sécurité routière en pareil cas est évidemment absent. Il est très important que toute installation radar soit activée par des mesures préalables afin de prouver son utilité. Ça faisait référence effectivement à une dérive dans quelques communes flamandes qui ont installé des radars de manière quantitativement importante dans des zones a priori qui n'étaient pas accidentogènes, uniquement pour faire du rendement financier. Mais on n'en est pas là. On n'a pas cette capacité financière. D'autres demandes d'intervention? On peut passer au vote. Dimitri Leguès. Oui. Patricia Venturelli. Oui. Axel Demol. Oui. Grégory Emreis. Oui. Pina Fulco. Oui. Claudia Mancini. Oui. Jean-Paul Denimal. Oui. Philippe Otters. Oui. Alain Zeguet. Oui. Julie Jacquemart. Oui. Amaury Verbomen. Oui. Colette Bonbois. Oui. Dominique Tiet. Oui. Joël Van Kerkhove. Sylvain Oudonnet. Abstention. Anne Demaret. Abstention. Étienne Mayer. Oui. Sybille Béliard. Oui. Yannick Esolmont. Oui. Cécile Fulco. Oui. On peut passer au point 5, règlement relatif aux conditions de location des salles communales, fixation des modalités et des tarifs. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Madame Van Oudenay. Alors la version proposée nous apparaît plus claire et mieux adaptée à la réalité du terrain, mais nous avons relevé plusieurs points que nous souhaitons porter à votre attention. Le premier point, en ce qui concerne la salle de Wiesbeck, nous interrogeons sur son accessibilité pour les associations et les particuliers au vu des futurs travaux. Et donc on se demandait s'il ne serait pas nécessaire d'adapter les informations disponibles sur le site internet de la commune assez rapidement. Deuxième point, en ce qui concerne la tarification, elle manque selon nous de clarté et de transparence, puisqu'il est question d'un tarif journalier, mais le règlement indique également que la salle de Quenesse est toujours louée du vendredi au dimanche. Dans les faits, la plupart des salles sont aussi régulièrement louées pour des week-ends complets. Dans la pratique, les locataires reçoivent donc les clés pour tout le week-end, mais ne payent que pour les jours occupés. Par exemple, un événement organisé le samedi dans le Petit Moulin sera facturé 175 €, même si dans les faits, le bâtiment sera accessible du vendredi au lundi matin. Mais finalement, qui vérifie ces jours d'occupation? Qu'est-ce qui est considéré comme une réelle occupation? Est-ce que ce ne serait pas plus simple, finalement, d'avoir une tarification par jour pour les jours en semaine et un forfait au week-end pour toutes les salles, dès lors que les échanges de clés ont toujours lieu le vendredi et le lundi? Troisième point, concernant l'introduction d'un espace neutre pour les cérémonies funéraires, nous partageons la philosophie du décret wallon, mais pour ne pas bloquer la programmation d'événements associatifs, est-ce qu'il ne serait pas plus cohérent de réserver ces cérémonies en semaine en priorité, sauf exception évidemment si la salle est disponible durant certains week-ends? Ça permettrait de concilier à la fois respect des défunts et bonne gestion du calendrier communal. Et donc la proposition serait éventuellement que la clause soit formulée de la manière suivante. Les réservations sont prioritairement limitées aux jours de semaine afin de préserver la disponibilité des salles pour d'autres activités le week-end. Quatrième et dernier point, nous comprenons la volonté de simplifier la gestion en supprimant la facturation de la vaisselle cassée. C'était fastidieux, je pense qu'on en a tous conscience pour une recette assez minime. Mais du coup, le texte nous semble légèrement trop permissif, puisque finalement, sans encadrement, ça pourrait encourager un certain relâchement dans le soin apporté au matériel communal. Et donc, on suggérait d'ajouter une petite phrase précisant qu'en cas de casse répétée ou d'abus, la commune se réserve le droit de refacturer les pièces manquantes ou détériorées. Et donc, la clause serait la suivante. Donc, la casse accidentelle isolée ne fait pas l'objet de facturation. En cas de casse répétée, de disparition injustifiée ou de détérioration abusive, la commune se réserve le droit de facturer les frais de remplacement du matériel. Je vous remercie. Merci. Madame Béliard. Notre groupe trouve que ce règlement, à force de modifications, est devenu peu lisible et peu compréhensible. Si nous voterons positivement le règlement, nous avons deux demandes. La loi vous impose désormais de publier tous les nouveaux règlements sur le site internet de la commune. Nous saluons cette initiative démocratique d'autres niveaux de pouvoir. Toutefois, comme nous le développerons dans notre point d'initiative,
Une communication efficace implique un message compréhensible par son destinataire. C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas vous contenter du minimum légal et de publier également une version orientée citoyen, par exemple sous forme de fiches salle par salle, chacune d'entre elles ayant des spécificités éparpillées dans le règlement que vous nous proposez de voter. Les nouveaux outils informatiques aideront efficacement le personnel communal récemment formé afin de ne pas accroître déraisonnablement sa charge de travail. Ensuite, par ailleurs, même si nul n'est censé ignorer la loi et au vu de ce que l'on retrouve parfois à proximité des salles après certaines fêtes, nous demandons que soit rappelée systématiquement l'interdiction de l'usage de plastique festif à usage unique. Selon l'article 6, paragraphe 2 de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 avril 2020, relatif à la propreté publique, le lancement et l'abandon sur la voie publique ou dans l'environnement de confettis, serpentins et autres projectiles festifs, lorsqu'ils sont en matière plastique ou métallique, sont interdits. Merci. Monsieur Le Gast. Eh bien, quand les services ont travaillé sur ce document et nous le proposaient, même si nous étions demandeurs, nous étions convaincus eux aussi d'avoir simplifié et rendu plus lisibles les documents afférents à la salle et aux locations de salles. Les services qui d'ailleurs sont l'interlocuteur premier, continué et expert des contacts avec les locataires potentiels, qu'ils soient associatifs ou privés. Donc on a fait absolument entièrement confiance aux services et on ne le regrette pas. D'ailleurs, on laisse une certaine latitude aux services, vous avez pu le constater dans le réglementaire, justement par rapport à la disponibilité des clés, à la prise-remise, puisqu'à l'époque, antérieurement à ce règlement, il y avait 1 heure de prise-remise, ce qui était parfois embarrassant d'ailleurs pour les associatifs ou privés, qui devaient prendre littéralement congé le lundi pour pouvoir venir remettre les clés, faire le tour et comptabiliser les fourchettes, les chaises, les tables, les verres, et les casseroles, etc. Donc, ici, la volonté, alors sans doute qu'on n'a pas tout à fait atteint la cible et qu'il y a encore moyen de faire mieux, mais la volonté de simplification et de lisibilité, elle a été vraiment conduite dans cette philosophie par les services. Pour ce qui est de l'orientation citoyen et de réglementaire dupliqué par fiche orientée citoyen, je peux vous dire qu'il y a des citoyens qui louent chaque année et qui savent très bien d'ailleurs qu'il faut réserver dans une année mobile, qui louent chaque année, qui connaissent parfois mieux le réglementaire que les gens des services, tellement ils s'en sont imprégnés, en ce compris les éventuelles carences, auxquelles on a tenté de répondre d'ailleurs. Donc je pense que le citoyen lambda, mais on en parlait tout à l'heure sur un autre sujet, il est tout à fait en capacité de se documenter et de vulgariser un document, j'en suis convaincu. Pour ce qui est du tarif journalier, c'est un choix en fait qu'on a opéré. C'est un choix de permettre à une association qui n'a besoin que d'1 jour la salle de ne pas en payer 3. C'est un choix. C'est un choix, j'ai envie de dire, d'accessibilité et de prix démocratique. Alors c'est vrai que les 2 autres jours du week-end, enfin en réalité, l'autre jour du week-end, parce qu'il n'y en a pas 2 à considérer le vendredi soir, on pourrait dire les 2, mais enfin, l'autre jour du week-end n'est pas rémunéré. Mais ça, c'est aussi un choix, que de ne pas faire travailler des gens le samedi et le dimanche pour faire une prise-remise en plein milieu du week-end. Et donc on va rester sur ce choix-là parce que c'est le nôtre et on l'assume pleinement. C'est un tarif journalier, comme son nom l'indique, prévu pour 1 jour et non 2. Pour ce qui est de la vaisselle, et j'en terminerai par là, bah, vous l'avez dit vous-même, et ça sentait l'expérience et le vécu quand vous l'avez exprimé. C'est vraiment un travail qui n'a pas de sens. À l'échelle de quelques années, de quelques comptabilisations et de quelques rachats, c'est pas ce qu'on a facturé aux associations quand on l'a facturé et qu'on a pu le démontrer, etc., avec un état des lieux contradictoire, c'est pas avec ça qu'on a réachalandé la vaisselle. Donc, ça n'a pas de sens. J'entends votre propos, le risque de dérive. Eh bien, on va tenter de responsabiliser et de croire en la sincérité des associatifs qui sont quelque part dans une démarche, allez, convenons-en, de vie collective et communautaire. Ils ne sont pas là pour embêter le monde. C'est rare une commune qui possède, enfin je tiens vraiment à le dire, hein, c'est rare une commune qui possède autant de lieux, autant de services, aux associations en termes d'espace mis à disposition gratuitement, puisque je vous rappelle qu'il y a un paiement, mais qu'il y a aussi une occupation de salle gratuite pour ceux qui s'en souviennent dans le réglementaire des associations. Voilà, j'en ai terminé.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame de Marais? Oui, moi je voulais juste ajouter que nous ne remettons pas du tout en cause le tarif journalier, c'était juste une précision pour le week-end, parce qu'on s'est vraiment posé la question, oui mais là il y a 2 jours, comment est-ce qu'on peut considérer, donc c'était juste une petite clarification qu'on demandait, et quand on parle de la casse, on ne pensait pas nécessairement aux associations, on pensait plutôt à certains mariages, un peu festif. Donc voilà, c'était tout, c'était une petite... La communauté grecque n'est pas très présente sur la commune, donc ça va. On ne sait jamais. Merci. Il n'y a plus de demande d'intervention. On peut passer au vote. Dimitri Leguet. Oui. Patricia Venturelli. Oui. Axel Demolle. Oui. Grégory Henry. Oui. Tina Fulco. Oui. Claudia Mancini. Oui. Jean-Paul Denimal. Oui. Philippe Auter. Oui. Alain Zegers. Oui. Julie Jacquemart. Oui. Amaury Verbomen. Oui. Colette Bonvoy. Oui. Dominique Titz. Oui. Joël Van Kerkhove. Oui. Sullivan O'Donnell. Oui. Anne de Marais. Oui. Étienne Mayer. Oui. Sibylle Béliard. Oui. Yannick Ezelmans. Oui. Justine Fulco. Oui. On peut passer au point 6, composition de la commission locale de développement rural CLDR, nouvelle candidature hors cadre communal. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non, il s'agit du candidat, donc on ne doit pas voter. On peut passer au point suivant, mise à jour du règlement relatif à la prime communale à l'acquisition des langes lavables. Et je vais laisser la parole à Madame Venturelli. Oui, donc le règlement a été voté en 2021 et depuis on constate une évolution dans les matériaux de ces langes lavables, mais également dans les habitudes d'achat des citoyens sur base des contacts que notre service a pu avoir avec des personnes qui se sont renseignées. Donc on propose 2 adaptations au niveau du règlement. Donc on a intégré des nouveaux matériaux pour lesquels le remboursement peut être demandé. Puisqu'avant on prévoyait uniquement le coton, donc on a intégré des nouveaux matériaux qui sont aujourd'hui existants dans ces langes, comme le bambou, le chanvre, les fibres recyclées, et également la possibilité pour les personnes d'acheter sur des signes comme Vinted, puisque les kits de départ sont parfois vendus en seconde main sur Vinted, sur présentation d'une preuve d'achat, et pas simplement sur preuve d'une facture. Merci. Il y a des questions ou des mots dans votre intervention. Madame Bonnelenag. Je vous remercie. Donc il y avait quelques petits points que nous avions relevés. Le premier, mais alors là c'est vraiment une question purement juridique, c'est qu'ici on fait une mise à jour du règlement et il est prévu dans le règlement qu'il est applicable à partir du 1er juillet 2021. Donc, ce serait peut-être intéressant d'avoir une mesure transitoire ou une disposition qui prévoit ce qui s'applique, puisqu'on change les règles, et donc il y a peut-être des personnes qui ont fait des achats selon les anciennes règles, donc ça c'est peut-être juste pour prévoir un niveau transitoire. Deuxième point, donc la prime est accordée une seule fois par ménage. Quelque part, ça pénalise les familles avec plusieurs enfants ou avec des naissances rapprochées, voire avec des naissances multiples. Que fait-on en cas de jumeaux, triplés? C'est une seule prime. Pourquoi cette modification? Il est aussi souhaitable d'introduire, selon nous, une modulation selon les revenus pour en faire une mesure sociale autant qu'environnementale. Et donc, la proposition de clause était que la prime puisse être octroyée une fois par enfant inscrit au registre de population de la commune avant l'âge de 3 ans, et en cas de naissance multiple, que le montant de la prime puisse être multiplié par le nombre d'enfants concernés. Notre proposition est également qu'un complément de 50 € puisse être accordé aux ménages bénéficiant d'une aide du CPS ou d'un revenu d'intégration sociale sur présentation d'une attestation. Le troisième point concerne les dépenses qui sont éligibles. Alors certains produits qui sont mentionnés dans le règlement adapté, comme les voiles de protection, sont dans certains cas jetables. Et donc ça contredit finalement l'objectif de réduction des déchets qui est formulé. Inversement, il y a d'autres accessoires qui sont importants et qui ne sont pas repris dans la liste. Donc parmi les éléments qui pourraient être adaptés, c'est d'indiquer que ce sont les voiles de protection réutilisables uniquement qui sont inclus dans les éléments éligibles, et donc que les voiles jetables soient bien exclus. À l'inverse, ajouter également les doublures réutilisables, donc les inserts, qui pourraient également faire l'objet de la prime. On se demandait également pourquoi les services de location de kits, qui incluent parfois aussi un contrat avec un service de nettoyage, ne pourraient pas être inclus
également, puisqu'il y a également des ménages qui recourent à ça, donc ça pourrait tout à fait faire partie des éléments éligibles à la prime. Alors un point qui nous semble bien important, là ça ne fait pas l'objet du règlement en tant que tel, mais un obstacle courant à l'usage des langes lavables, c'est le refus de certains milieux d'accueil d'en accepter l'usage. Et donc on trouve qu'il aurait été intéressant d'accompagner justement la mise à jour de ce règlement par une action de sensibilisation auprès des milieux d'accueil et des crèches, avec peut-être la mise à disposition d'un kit communal de démonstration, une petite fiche explicative. Et donc voilà, ça c'est plutôt une suggestion pour le collège. Je vous remercie. Merci, Monsieur Legas. Alors, pour l'aspect juridique, je renvoie vers le directeur général, mais qui est absent. Et donc je propose qu'on lui transfère votre remarque et d'une manière ou d'une autre, il en tiendra compte, quitte à ce que le point repasse au Conseil si besoin était. Les naissances multiples, nous ne l'avons pas évoqué. Donc nous pourrions reprendre votre proposition. Il va falloir la reformuler, si vous voulez bien en prendre note, et l'indiquer dans l'article idoine. Pour autant que tout le monde en soit d'accord, quitte à faire une suspension de séance. La majoration, là par contre, non pas que la volonté n'était pas celle-là, mais sur un plan strictement légal, c'est discriminatoire et discutable, et on n'a pas connaissance des revenus. Donc on ne va pas demander aux demandeurs de passer par une enquête sociale, faite par un assistant social, une enquête de revenus, ça sera pas possible. Donc là, très sincèrement, je crains qu'on doive décliner et même pas l'envisager. Le voile jetable, je vous avoue que je ne suis pas expert, je n'ai pas tout compris. Ce qu'on met dans le linge. Donc, il y a un... Peut-être Mme Turelli est plus expert. Et donc il y en a qui sont jetables et il y en a qui sont réutilisables. Et donc ici, tel que c'était formulé, ça inclut tous les voiles. C'est ça, il faut le préciser. Il y en a qui sont finalement des cotons jetables qui ne sont pas plus écologiques que les couches. D'accord. Préciser à l'article 2. Je propose qu'on fasse une interruption de séance de quelques minutes, que vous donniez l'insert que vous proposiez pour les naissances multiples et pour le voile jetable. Il suffit de mettre voile de protection réutilisable à l'article 2. C'est ce que vous proposiez? Tu sais prendre note, Caroline? Peut-être l'envoyer à Mme Sornas, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les vocables exacts. La prise d'octroi une seule fois par enfant. Mais non, c'est pas ce que vous... On a déjà octroyé à des jumeaux. Oui, alors ça c'est la pratique, mais si c'est prévu réglementairement. Mme Sornas est la responsable du service qui s'occupe par ailleurs de l'environnement. Donc ça... mais enfin, si tout le monde en est d'accord, on ne doit pas nécessairement faire une suspension de séance. Hein, si... On peut mettre par enfant et par ménage. Vous proposez quoi comme formulation, si vous voulez bien reprendre la vôtre? Donc la prime est octroyée une fois par enfant. En cas de naissance multiple, le montant de la prime est multiplié par le nombre d'enfants concernés. Ça me paraît très bien. Ça... Oui. Ok. Donc on reprend les deux formulations. Ok. On n'a pas des quadruplés ou des quintuplés tous les jours, hein. Je rassure les uns. Non, mais il y a par exemple quelques jumeaux sur la commune. Oui. Je pense que Absolument. les parents seraient intéressés. D'accord. Ces propositions étant faites, Mme Turelli, vous voulez ajouter quelque chose? Donc par rapport à la suggestion, il faut savoir qu'il y a certains milieux d'accueil qui utilisent déjà des langes jetables. Je sais qu'au niveau des crèches, le CPS s'est renseigné. Des langes lavables. Des langes lavables, pardon. Des langes réutilisables. Je sais que la crèche ici s'est un peu renseignée par rapport aux modalités pratiques. Maintenant, il y a certaines familles qui utilisent des langes réutilisables à la maison et utilisent toujours des langes jetables en milieu d'accueil, mais c'est déjà moins de déchets. Donc, mais les milieux d'accueil sont sensibilisés déjà par rapport à ça et prennent leur renseignement par rapport à ça. Et on s'était interrogé aussi sur la possibilité par rapport aux locations, mais c'est assez compliqué parce que le contrat n'a pas été résilié après 2 mois, etc. Donc en termes de gestion et de suivi, c'est assez compliqué. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? On vote sur le règlement tel qu'il a été adapté ici en séance. On peut passer au vote. Dimitri Legas. Oui. Patricia Venturelli. Oui. Axel Demolle. Oui. Grégory Emret. Oui.
Pina Fulco, Oui. Claudia Mancini, Jean-Paul Denimal, Philippe Auters, Alain Zeguer, Julie Jacquemart, Amaury Vergomon, Colette Bombois, Dominique Tils, Joël Van Kerkhove, Sullivan O'Donnell, Anne de Marais, Étienne Mayer, Sybille Béliard, Yannick Ezelman, Justine Fulco. Oui. On va passer au point 8, désaffectation et réaffectation d'un solde d'emprunt et de 2 soldes de subsides, décision à prendre. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes d'intervention? Non, on peut passer au vote. Dimitri Leguès, Patricia Venturelli, Axel Demolle, Grégory Emrey, Pina Fulco, Claudia Mancini, Jean-Paul Denimal, Philippe Auters, Alain Zeguer, Julie Jacquemart, Amaury Vergomon, Colette Bombois, Dominique Tils, Joël Van Kerkhove, Sullivan O'Donnell, Anne de Marais, Étienne Mayer, Sybille Béliard, Yannick Ezelman, Justine Fulco. Oui. On peut passer au point 9. Révision totale du schéma de développement communal, cahier spécial des charges, marché de services, approbation des conditions et du mode de passation. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ou des questions? Monsieur Mayer. Merci. Concernant le mode de passation, il est question d'une procédure négociée sans publication préalable. Nous imaginons donc que sera utilisée la plateforme numérique e-procurement afin de garantir la diversité des soumissionnaires. Concernant les critères d'attribution permettant de choisir le bureau adjudicataire, le principal critère proposé est la note méthodologique 66 points sur 100. C'est un critère assez large et un peu fourre-tout, sachant que les grandes étapes et le contenu du schéma de développement communal sont déjà largement définis par la réglementation. Il nous semble essentiel que lors de l'attribution du marché soit prise en compte la bonne compréhension préalable du contexte local. Sans faire l'étude avant l'étude, il conviendrait que les soumissionnaires montrent leur intérêt pour Rebec au-delà d'une simple approche générique, recyclée de précédentes études, que ce soit par le bureau choisi ou par d'autres bureaux dans des dossiers précédents. À titre personnel, l'expérience vécue dans les 2 derniers dossiers d'ampleur, à savoir les éoliennes et les carrières, bien qu'étudiées par des bureaux agréés par la région, m'ont laissé un goût amer dans la bouche, tant les études étaient lacunaires et parfois bien éloignées de la réalité du terrain. Je vous remercie. Madame Van O'Donnell. Alors en août dernier, notre conseil avait fait un choix courageux et lucide, lancer la révision complète du schéma de développement communal. Nous l'avions dit à ce moment-là et nous le redisons aujourd'hui, cet outil est essentiel pour maîtriser l'avenir de notre territoire au lieu de le subir. Le SDC, c'est la boussole stratégique de Rebec. On fixe la vision à 20 ans, où nous construisons, comment nous nous déplaçons, où nous préservons les paysages, où nous développons l'activité économique et comment nous vivons ensemble. Sur le fond, Rebec Vivant soutient pleinement cette révision et le recours à un bureau d'études agréé. Mais notre soutien s'accompagne d'un devoir de vigilance, car ce cahier des charges va déterminer la qualité du processus et la portée politique du futur SDC. Le premier point, lors du conseil communal, nous avions été clairs. Un projet d'une telle ampleur doit être partagé avec l'ensemble des forces politiques et ouvert à la participation citoyenne. Or, à la lecture du cahier de charges, la participation citoyenne semble se résumer à un questionnaire en ligne ou à une page sur Rebec à la une, ce qui ne correspond pas à de vrais moments d'échange. Nous proposons donc de compléter le cahier de charges de la manière suivante. Le bureau d'études élaborera en concertation avec la commune un plan de participation citoyenne comportant au minimum une réunion d'information initiale ouverte au public, 2 ateliers participatifs thématiques, habitat, mobilité, environnement, une présentation publique du projet avant l'enquête. Deuxième point, sur la composition du comité de suivi. Le comité de suivi actuel, tel qu'indiqué au cahier de charges, regroupe le collège, la conseillère en aménagement, le fonctionnaire délégué, la CCATL, le DG et le SPO. Un SDC engage toute la commune. Il doit donc être suivi non seulement par l'administration, mais aussi par l'ensemble du conseil communal, y compris l'opposition, et idéalement par 1 ou 2 représentants de la société civile. Enfin, en ce qui concerne les clauses du cahier de charges lui-même, sur les critères de sélection, il est demandé une liste des principaux services effectués par le bureau d'études pouvant être valorisés pour la réalisation-révision d'un schéma de développement communal réalisé depuis 2017. Mais le cahier de charges ne semble pas prévoir de seuil d'exigence minimale, pourtant requis pour ce type de critères. Merci. Merci. Monsieur Legas.
nous avons la chance d'avoir la responsable du service aménagement du territoire parmi nous, et donc je vais la solliciter pour compléter mon propos. Je m'étonne d'abord du fait qu'un questionnaire en ligne et une page dans Rebecca la Une, c'est peu de choses, parce que dans d'autres circonstances, vous réclamiez ce peu de choses à corps et à cri. Donc aujourd'hui, évidemment, on peut toujours faire mieux. On peut faire 10 questionnaires en ligne, on peut faire plusieurs pages dans Rebecca la Une, et on peut faire une demi-douzaine de réunions sur le sujet. Je suis sûr que ça va exalter et enthousiasmer des centaines de personnes. Quand je dis ça, c'est ironique, vous l'aurez compris. Mais il suffit de voir certains travaux de certaines commissions, et je ne veux pas critiquer le citoyen lambda parce qu'il a beaucoup d'autres choses à faire, et que la chose publique, c'est nous qui avons choisi de nous en occuper intensément. Mais qu'importe. Moi, je ne qualifie plus les conseillers communaux que vous êtes d'opposition et de minorité. On me l'a fait remarquer, d'ailleurs, en me proposant un autre mot, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Challenger. Donc, personne n'est exclu de fait, mais effectivement, l'exécutif et les gens qui aujourd'hui ont formé une majorité et gouvernent ont plus de responsabilités. Et c'est eux qui seront jugés, d'ailleurs, le cas échéant, en ce compris sur ce type de démarche. En ce qui concerne les deux élus citoyens, enfin plutôt les deux citoyens dont on sait comment ils seront élus pour représenter les autres citoyens, qui sont quand même tout de suite 10 000, 11 000, et je ne parle pas des électeurs, je ne sais pas si on va faire une nouvelle élection, mais nous avons été élus. Ça, c'est pour les considérations d'opportunité politique. Les autres, je m'en excuse, c'est très technique, et donc je vais passer la parole, enfin non, j'ai invité la présidente à passer la parole à Madame Sornas. Madame Sornas, oui. Alors, moi, je voulais répondre à la question par rapport à la transparence et la participation citoyenne. Donc, en fait, on précise que c'est par exemple via un questionnaire en ligne sur le site ou via le Rebecca la Une, mais on attend évidemment de l'auteur de projet qu'il fasse des propositions, puisque lui a l'habitude, enfin, les bureaux d'études ont l'habitude de gérer ce genre de projet. Ensuite, on a rajouté des réunions pour justement permettre aux commissions qui ont été sollicitées. Donc la CCATM sera de toute façon sollicitée, ça fait partie de la procédure, mais on sollicitera également le PCDR, également le Conseil communal des enfants et l'Assemblée citoyenne, donc je pense qu'on aura quand même un panel de citoyens. Dans la CCATM, il y a effectivement le quart communal et la partie... Sarko. Et donc là, on laisse... C'est Sarko, excusez-moi, c'est Sarkozy qui... Donc pour la CCATM, elle est composée de membres du quart communal et de citoyens. Et là, on laissera aux membres de la nouvelle CCATM, ce sera libre à eux de désigner au sein de la CCATM le membre qui fera partie de ce comité, qui fasse partie du quart communal ou non, ça ils seront libres de choisir. Et ensuite, pour ce qui est du cahier des charges, effectivement, c'est un modèle du SPV, travaillé avec l'Union des villes, et il se voulait en fait simple et unique. Bon, après, on a les spécificités propres à Rebecca, mais comme il y a de nombreux... En fait, ce sont toutes les communes wallonnes qui vont procéder soit à la révision partielle totale de leur schéma de développement communal, il y en a même qui vont procéder à l'élaboration. Donc, ça va faire... Il y a plus de bureaux d'études agréés, en fait, pour ce type d'études. Et donc, du coup, ça simplifie un peu les choses, que le cahier des charges soit finalement un canevas où on a coché, on a rajouté ce qu'on voulait. Mais voilà, ça... Je sais pas quoi. Enfin, là, pour la partie technique, c'est la conseillère en aménagement du territoire qui s'est réellement, enfin, qui s'est penchée dessus plus particulièrement. Donc, je ne sais pas si. Peut-être précis. À toutes les questions, je sais pas. Je ne sais pas si on a répondu ou si les réponses sont satisfaisantes, mais ça, c'est un autre débat. Mais encore un élément, mais vous l'avez certainement lu, puisque j'imagine que vous l'avez lu très très attentivement, vous connaissant, et c'est très très bien ainsi, hein, je n'en disconviens pas, mais on demande à l'auteur de prendre connaissance de l'entièreté des outils actuels et de s'en imprégner. C'est les mots, hein, repris dans la définition à la page 17.
Donc, bien sûr, et c'est pour répondre à la remarque d'Étienne notamment que je dis cela, bien sûr qu'il y a des très professionnels, des moins professionnels, des gens en dilettance dans tous les métiers, et puis des gens qui font les choses de manière très consciencieuse. Il nous faudra aussi être vigilants lorsque le travail nous sera remis et être critique par rapport à ce que l'auteur a fait. Mais les mentions s'y trouvent. Et on peut l'écrire quand on ne sait pas faire davantage. Je veux dire par là que, effectivement, il y a des auteurs de projets, et c'est un exercice qui se fait dans toutes les communes de Wallonie, 261 communes de Wallonie, enfin, du moins pour celles qui challengent la centralité comme nous le faisons par rapport à ce qui a été prévu dans le schéma territorial. Bien sûr qu'il y a énormément de bureaux qui vont se présenter dans les différentes communes, et donc il y en a qui sont sans doute meilleurs que d'autres, comme dans toutes les professions. Mais je veux dire par là, je me permets d'insister vraiment, on peut être critique par rapport aux auteurs de projets qui travaillent pour le public et ou pour le privé, d'ailleurs c'est souvent les mêmes, il y a des agréations, il y en a qui le sont moins, et parfois dans un même bureau, il y a des bonnes équipes et des moins bonnes équipes. Et puis il y a des dossiers difficiles et d'autres qui sont plus simples. Ici nous savons, en tout cas nous précisément, que notre démarche vise à compenser une carence au niveau du schéma territorial wallon par rapport à certaines centralités, et singulièrement la quenastoise. Et ça, on ne le loupera pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? On peut passer au vote. Dimitri Legas. Oui. Patricia Venturelli. Axel Demol. Oui. Grégory Emrey. Oui. Pina Fulco. Oui. Claude Mancini. Oui. Jean-Paul Denimal. Oui. Philippe Auters. Oui. Alain Zegers. Oui. Julie Jacquemart. Oui. Amaury Verbomen. Oui. Colette Bonbois. Oui. Dominique Tils. Oui. Joël Van Kerkhove. Oui. Céline O'Donnell. Oui. Anne de Marais. Oui. Étienne Mayer. Oui. Sybille Béliard. Oui. Yannick Ezelman. Oui. Justine Fulco. Oui. On peut passer au point 10, marché de fourniture, acquisition de gasoil routier et non routier 2026-2027, approbation des conditions et du mode de passation. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes d'intervention? Madame Panot de Mag. Je vous remercie. Donc, nous comprenons la nécessité de ce marché, nos bâtiments et nos véhicules doivent continuer à fonctionner, mais ce dossier met aussi en évidence un manque de vision de transition énergétique. Nous reconduisons un marché classique de gasoil, sans trace d'engagement ou de clause environnementale, alors que la région wallonne encourage les communes à réduire leur dépendance aux énergies fossiles et à verdir leur flotte communale dès 2026. Ce type de délibération aurait pu être l'occasion d'inscrire un engagement clair, même symbolique. Par exemple, le présent marché est transitoire et la commune s'engage à étudier dès 2026 des alternatives durables pour le chauffage et la mobilité. En résumé, nous ne remettons pas en cause le besoin immédiat, mais nous regrettons que ce marché ne s'accompagne pas d'un signal clair de transition. Je vous remercie. Monsieur Legas. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. On doit faire ce marché. On peut compléter la délibération. Merci. Monsieur Ayer? Non. On peut passer au vote. Dimitri Legas. Oui. Patricia Venturelli. Oui. Axel Demol. Grégory Emrey. Pina Fulco. Oui. Claude Mancini. Oui. Jean-Paul Denimal. Oui. Philippe Auters. Oui. Alain Zegers. Oui. Julie Jacquemart. Oui. Amaury Verbomen. Oui. Colette Bonbois. Oui. Dominique Tils. Oui. Joël Van Kerkhove. Oui. Céline O'Donnell. Oui. Anne de Marais. Oui. Étienne Mayer. Oui. Sybille Béliard. Oui. Yannick Ezelman. Oui. Justine Fulco. Oui. Monsieur Demol voudrait intervenir. Oui, parce qu'en ce qui concerne la transition énergétique, le marché ici, c'est un marché pour avoir le gasoil et clairement, on ne peut pas rester sans, surtout pour les classes de le chauffage pour les classes dans l'enseignement et tout ce qui s'ensuit. Mais je suis peut-être d'accord au niveau au niveau du diesel routier, mais On t'entend bien, tu sais. donc au niveau du diesel routier, je suis d'accord, mais la transition énergétique au niveau des bâtiments, ça je suis pas d'accord. On doit actuellement commander du mazout, ça c'est vrai, mais par exemple, je prends l'école de Vierge, il y a des dossiers de fonds qui pour le moment sont occupés à se monter, où on doit remplacer la chaudière au mazout. Actuellement,
c'est pas à vous que je dois expliquer que moi je suis subside, il faut 3, 4, 5, 6 ans, et on est obligé de faire un marché maintenant, sinon les élèves en hiver ça va être compliqué pendant les années qui viennent. Donc j'ai pas tous les marchés en tête. Clairement, on tend dans quelques années, par exemple, supprimer toutes les chaudières en mazout qui sont liées dans les bâtiments communaux. Merci Madame Bonadonna. Donc effectivement, on ne remet pas du tout en compte les besoins actuels, hein, mais c'est juste qu'effectivement, du coup tu le dis toi-même, il y a une volonté d'aller vers une transition. Il y a une volonté, elle existe, on pourrait détailler tous les, travaux en cours. La proposition était de l'intégrer dans la délibération pour dire ok, on fait ça maintenant pour répondre à un besoin actuel, mais on s'inscrit dans une volonté de faire évoluer les choses. C'était le seul point. Moi, ce que je voulais dire, c'est que non, il n'y a pas rien, on ne fait peut-être pas assez, mais non, il n'y a pas rien qui se fait. Merci. Je propose qu'on regroupe les points 11 à 14 parce qu'ils concernent tous l'enseignement et la prise en charge de période. Et je vais demander à Mme Venturelli de nous expliquer cette prise en charge. Oui, donc il y a 4 points qui sont proposés. Donc le premier concerne la prise en charge au niveau de l'enseignement primaire. Donc il faut savoir que pour l'encadrement de rentrée, on part des chiffres qui étaient le nombre d'enfants au 15 septembre de l'année scolaire et on regarde les chiffres au 30 septembre pour voir si on a un recomptage ou pas. On s'est retrouvé cette année dans une situation de recomptage à la baisse malheureusement suite à un problème qu'on connaît dans d'autres communes également qui est lié à la natalité, donc une diminution de la natalité. Donc, on peut constater pour ceux qui étaient présents, notamment à la COPALOP, puisque tous les points qu'on vous propose ont été soumis à la COPALOP, que c'est principalement dû au fait qu'on a des grosses classes de 6e primaire qui sont parties et des plus petites classes de 3e maternelle qui sont montées en première primaire, ce qui explique déjà une partie des différences, et 2 familles avec 4 enfants qui nous ont quittés suite à un déménagement. Donc, par contre, les chiffres en maternelle sont plutôt positifs quant à eux, puisque les chiffres au 30 septembre 2025 sont meilleurs que les chiffres en 2024, puisque en maternelle, nous aurons 3 horaires et demi à Rebec comme l'année dernière, 3 horaires à Vierge comme l'année scolaire dernière, mais par contre à Quenas et à Germinal, on passe d'1 horaire et demi à 2 horaires complets dès le 1er octobre, ce qui est quand même positif, ce qui est un emploi supplémentaire en maternelle. En ce qui concerne la prise en charge suite à ce recomptage, on perd la 6e classe, on perd 6 horaires complets sur Rebec et 4 horaires complets sur Vierge. Donc on propose de prendre en charge les salaires des instituteurs primaires pour maintenir 6 classes à Rebec et 4 classes à Vierge, parce que les nombres sont tels que les regroupements ne sont pas possibles, on aurait des trop grosses classes et on dépasserait les normes. Ensuite, dans la même optique de prendre en charge 2 périodes du salaire d'un professeur, d'un maître de philosophie et citoyenneté, puisqu'on crée 2 classes supplémentaires, donc il faut ces 2 périodes supplémentaires. De prendre également en charge 2 périodes d'un professeur d'éducation physique, parce qu'on n'avait plus de reliquats à Quenas, donc pour pouvoir avoir une période d'éducation physique supplémentaire sur Quenas et une sur Vierge, et également prendre en charge 4 périodes de néerlandais, de professeurs de néerlandais pour les 2 classes supplémentaires qui ont été créées. Merci. Il y a des questions, des remarques? On peut passer au vote. Dimitri Leguès. Oui. Patricia Venturelli. Oui. Axel Demolle. Oui. Grégory Emreis. Oui. Ina Fulco. Oui. Claudia Mancini. Oui. Jean-Paul Denimal. Oui. Philippe Auters. Oui. Alain Zegers. Oui. Julie Jacquemart. Oui. Amaury Verbomen. Oui. Colette Bonbois. Oui. Dominique Thiel. Oui. Joël Van Kerkhove. Oui. Sullivan O'Donnell. Oui. Anne Demarais. Oui. Étienne Mayer. Oui. Sybille Véliard. Oui. Yannick Esolmans. Oui. Justine Fulco. Oui. On peut passer au point 15, bien communal si chemin de la chaussée 43, décision de vente et fixation du prix. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? On peut passer au vote. Dimitri Leguès. Oui. Patricia Venturelli. Oui. Axel Demolle. Oui. Grégory Emreis. Oui. Ina Fulco. Claudia Mancini. Oui. Jean-Paul Denimal. Oui.
Philippe Otters, Oui. Alain Zeguer, Oui. Julie Jacquemart, Oui. Amaury Vergomen, Oui. Colette Bonvois, Oui. Dominique Thies, Oui. Joël Van Kerkhove, Oui. Sullivan O'Donnell, Oui. Anne Demarais, Oui. Étienne Maillard, Oui. Sybille Béliard, Oui. Yannick Ezelmans, Oui. Lucine Fulco. Oui. Vous passez au dernier point, qui est un point inscrit à la demande de M. Mayer, création et diffusion d'une lettre de nouvelles communales par courriel. M. Mayer. Merci. Communiquer n'est pas chose aisée. Une communication efficace repose sur 3 éléments: l'émetteur, le message et le récepteur. Cette efficacité est la clé d'une bonne relation entre l'émetteur et le récepteur. C'est vrai en général, mais aussi dans le cas particulier de la relation entre le pouvoir local et la population. Nous sommes les premiers à reconnaître que la commune utilise de nombreux canaux de communication, on en parlait tout à l'heure, envers le public. Ça passe par des bâches, un site internet, un journal communal, des réseaux sociaux et même la presse. Le cas échéant, des toutes boîtes sont adressées aux riverains concernés par telle ou telle information. Cependant, à plusieurs reprises, nous avons pu remarquer que certaines informations n'atteignaient pas leur cible, particulièrement lors de travaux sur la voie publique, où même si les riverains sont prévenus, il n'en va pas de même pour les autres usagers, notamment des axes pénétrants. En ce qui concerne l'émetteur, le choix du contenu des informations incombe au collège, voire à la majorité. Pour le récepteur, bien que n'y pouvant rien y faire à notre niveau, nous sommes bien conscients que l'évolution sociétale, qui veut que de plus en plus de gens veulent tout et tout de suite et de préférence prémâché dans leur assiette. Généraliser à tous les habitants des toutes boîtes pour chaque événement n'est bien entendu pas souhaitable, tant au niveau efficacité que soutenabilité budgétaire. Reste donc à voir ce qu'il y a possible de faire en matière de message, non pas sur le contenu, mais bien sur le mode de délivrance de celui-ci. Bien sûr, l'efficacité totale et absolue ne sera jamais atteinte. Je me rappelle m'être fait reprocher par un riverain de la place de Quenas qu'il n'avait pas été tenu au courant d'un événement, alors que nous étions tous deux face à une affiche annonçant le dit événement. Cependant, nous aimerions proposer d'utiliser un outil supplémentaire qui n'a pas encore été testé à Rebec, la lettre de nouvelles communale par voie électronique, pour ne pas dire la newsletter. À nos yeux, ce système, utilisé bien que dans la sphère commerciale que par le monde associatif, présente plusieurs avantages qui permettraient une communication plus efficace. La charge de travail pour les services ne serait pas lourdement impactée, les contenus étant déjà rédigés pour d'autres canaux de communication. Il serait même intéressant de vérifier si qu'un tel service n'est pas disponible dans la suite IMIO. Possibilité de mieux cibler le destinataire tant au niveau localisation qu'en ce qui concerne ses propres points d'intérêt. À l'inscription, le citoyen pourrait préciser le village où il habite ainsi que les sujets qui l'intéressent. Sport, travaux, loisirs, enquête publique, etc. etc. Peut-être même vie politique. Coût réduit. Des outils open source existent. L'inscription facultative permet aux citoyens de choisir de recevoir uniquement les thèmes qui les intéressent et même de se désabonner quand ils le désirent, ce qui augmente la pertinence et l'utilité des communications reçues. Je vous remercie. Merci. Monsieur Legas. Je tiens tout d'abord à vous remercier. À vous remercier d'avoir vanté la qualité et la quantité des outils de communication de notre commune. Vous les avez énoncés presque tous, sans oubli, je pense. Et l'exercice n'était pas simple. Donc c'est dire à quel point nous communiquons. Certains diront bien, d'autres diront moins bien. Certains diront trop. Ou d'une manière trop orientée. C'est beaucoup moins vrai que ça ne l'a été il y a quelques décennies, je crois, mais que soit. Je vais être franc avec vous, même si notre communication est 4 étoiles, c'est vrai qu'on pourrait ajouter une 5e étoile. Et d'ailleurs, nous avons sollicité l'avis des services. Le directeur général n'est pas là pour en attester, mais cette démarche sera effectuée auprès des services pour avoir un retour, ce que vous appelez la charge qui ne devrait pas être trop lourde. À titre personnel, mais ça n'engage que moi, et ce n'est pas un avis ou un préjugement de ma part sur l'outil que vous proposez, mais dans d'autres fonctions, dans d'autres institutions ou organes, je suis effaré des chiffres qu'on me rapporte, des mailing lists où les personnes recevant le courriel ne les ouvrent pas. C'est effarant, c'est hallucinant comme chiffre. On s'abonne à des trucs,
On reçoit le courriel, on ne l'ouvre même pas. Donc un courriel non lu, je ne pense pas que ça ait un intérêt. Mais je ne préjuge pas de l'avis des services par rapport à votre proposition que je vous propose de me reporter et de ne pas soumettre au vote. Vous avez raison, tout de suite, tout le temps, et tous les sujets, parce que vous avez beau dire, on va demander aux gens de sélectionner des sujets, tout est dans tout, les gens auront bien du mal, et finalement ils en sélectionneront 9 sur 10. Mais je préjuge, je présage. Donc attendons les avis du service. Je me permets à cette occasion, à l'occasion de ce point, d'évoquer un autre point que vous aviez suggéré lors d'un conseil précédent, c'était Decidim. J'aimais beaucoup l'appellation Decidim. On n'est donc plus en Dimitri Classine, mais... Alors, on a sollicité aussi l'opérateur et les services, notamment IMIO. Et c'est du même opérateur que nous parlons. Donc, dans la même vague, dans la même veine, je vous propose de patienter encore un certain temps, que le directeur général et les services nous reviennent, que ce soit par rapport à Decidim ou par rapport à ce que vous n'appelez pas la newsletter. Est-ce que tout le monde est d'accord de reporter le point? Oui. Et merci alors, merci à tous. Ici se termine la séance publique. On va passer au micro.